Alors, Maëlys Bouennec de Agrocampus Ouest est bienvenue à la tribune pour un sujet qui a vraiment une autre échelle et une autre problématique encore. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui rejoint un petit peu plus l'écologie fondamentale, si je puis dire. Donc, je m'éloigne un petit peu de l'agronomie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de mémoire qui portait sur les trajectoires non linéaires et la stabilité en dynamique des populations à l'échelle mondiale. Donc, c'est un projet que j'ai réalisé au sein de l'ISEM, qui est l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Et donc, c'était dans le cadre de mon Master 2 de modélisation en écologie que j'ai réalisé donc à Agrocampus Ouest à Rennes. Et c'est un master qui est co-accrédité avec l'Université de Rennes 1. Donc, si aujourd'hui je vous demande en fait quel est l'état actuel de la biodiversité, il y a fort à parier que tout le monde va me répondre qu'elle est en déclin. Et en fait, cette image de la biodiversité, elle est notamment liée à des indices de tendance globale, tels que vous avez ici donc le Living Planet Index du WWF, qui témoigne d'un déclin de 68% dans les populations de vertébrés terrestres depuis 1970. Sauf qu'en fait, le problème de résumer la question de la crise de la biodiversité à un indice de tendance globale, ça ne rend pas du tout compte de l'hétérogénéité au sein des taxons et au sein des différentes populations. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des modèles linéaires pour essayer de savoir est-ce que les populations croît ou décroît. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on passe à côté de deux composantes essentielles des dynamiques de la biodiversité, que sont donc la non-linéarité et la stabilité. Ici, par exemple, si vous regardez cette population de zèbres, une approche linéaire va me dire que ma population est en déclin. Or, moi, j'ai envie de dire que la population, elle expérimente un regain récent. Donc ça ne va pas être pris en compte par des modèles linéaires. Ensuite, au niveau de la stabilité, ici, j'ai une population de puffins. Et en fait, une approche linéaire classique va me dire que j'ai affaire à une population qui est stable, qui est constante. Or, vous en témoignerez comme moi, cette population, elle expérimente de fortes fluctuations. Et ça, de la même manière, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte. Donc moi, l'idée de mon mémoire, ça a été de savoir dans quelle mesure la non-linéarité et la stabilité, ça pourrait être des composantes informatives de l'état de la biodiversité. Donc, pour essayer de répondre à cette question, j'ai fusionné deux très grosses bases de données qui sont BioTime et la Living Planet Database. Et ça m'a permis d'avoir accès à un ensemble d'énormément de populations réparties à l'échelle mondiale. Et sur la base de ces séries chronologiques, j'ai pu appliquer d'une part des modèles polynomiaux du second ordre qui m'ont permis de distinguer donc non seulement des processus stationnaires et monotones, de même que des modèles linéaires classiques, mais aussi tout un tas de processus accélérés, donc non linéaires. Et donc j'ai pu comme ça classifier un petit peu mes populations dans 9 catégories différentes. J'ai pu aussi m'intéresser aux tendances globales. Et puis ensuite, pour ce qui est de la stabilité, j'ai notamment regardé la variabilité globale autour de ces tendances-là. Et donc ça, je l'ai mesuré avec la MSE. Donc au niveau des résultats, ce qu'on a pu montrer, donc ici vous avez les résultats dans les différentes catégories. Donc tout en haut, vous allez retrouver les 3 cas des processus stationnaires, donc les 3 cas linéaires. Et en dessous, vous avez donc les 6 cas non linéaires. Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, dans nos populations, là, à l'échelle globale, on a en fait 22% des populations qui expérimentent des dynamiques non linéaires. Ce pourcentage, il monte même à 30% si je considère les vertébrés terrestres et 40% pour les mammifères ou les reptiles, par exemple. En plus de ça, au sein de ces dynamiques non linéaires, j'ai en fait les 3 quarts qui sont concaves ou convexes. Ce qui veut dire que ça, c'est des populations qui normalement auraient été considérées comme stables, comme constantes, alors qu'en fait, elles vont expérimenter des déclins ou des augmentations récentes. Et donc on se rend bien compte ici que l'application en fait, de modèles non linéaires, ça va être un outil pour anticiper les changements donc dans les trajectoires, dans les dynamiques de population. Ensuite, pour ce qui est de la variabilité, donc quelque chose qu'on regarde d'habitude pas du tout, on va regarder juste la tendance. Si je regarde uniquement la tendance, on va avoir tendance à classer des populations comme gagnantes si elles ont des tendances positives et puis comme perdantes si elles ont des tendances négatives. Sauf qu'en fait, si je regarde la variabilité, on se rend compte que certes, j'ai des gagnants qui sont stables, qui ne varient pas énormément. Par contre, j'ai aussi des populations considérées comme gagnantes qui vont expérimenter de fortes fluctuations. Et à l'inverse, je peux aussi avoir des perdants qui, eux, par contre, vont être stables et qui ne vont pas expérimenter de fortes fluctuations. Donc ce qu'on montre, c'est qu'en fait, on a un petit peu un mix entre les tendances et la variabilité, et on peut très bien avoir des populations constantes, voire même en hausse, qui vont être instables, et donc elles aussi peuvent être sujettes à l'extinction.
Donc, ce qu'on a montré dans ce mémoire, c'est qu'on a effectivement une part significative de dynamique non linéaire dans les populations à l'échelle mondiale et qu'il y a vraiment une importance d'implémenter des mesures de stabilité en plus de l'étude, donc de juste des tendances dans les populations. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'ai plus trop le temps. Merci. J'apporte le micro à Dominique Job, qui avait enthousiasme, avait évalué et rapporté sur ce mémoire. Oui, donc félicitations pour ce très joli travail. Et je trouve bien que vous ayez rédigé votre mémoire en 2 parties. Une partie en français, une partie en anglais. Donc ça peut permettre de préparer une publication, j'imagine. Et j'ai beaucoup apprécié l'idée assez simple finalement, mais géniale et très productive de traiter ces données d'évolution, de dynamique des populations avec des modèles non linéaires plutôt que des modèles linéaires comme cela se fait habituellement. Alors ceci étant, en lisant votre mémoire, mais surtout en regardant les figures, j'ai eu quelquefois du mal à être convaincu qu'un modèle non linéaire était supérieur à un modèle linéaire ou vice-versa. On voit très bien ça, par exemple, sur la diapo 2. Voilà. Donc là, vous avez les 2 représentations. Et donc, vous ne dites pas comment vous arrivez à être convaincu que la courbe rouge est supérieure à la droite grise. Alors ça, c'est vraiment une analyse des coefficients. Donc en fait, quand j'applique mes modèles, je vais regarder la significativité de mes coefficients. Et en fait, c'est lorsque mon coefficient d'ordre 2 est significatif, je retiens la classification non linéaire. Et à l'inverse, s'il ne l'est pas, alors je me rabats en fait sur le modèle linéaire qui est en fait imbriqué dans mon modèle. C'est-à-dire que l'erreur n'est pas plus grande que la valeur du paramètre. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, quand je regarde ce qu'on appelle la p-value qui est associée à mon coefficient d'ordre 2, j'ai une p-value qui est donc, comme d'habitude, on prend un risque de 5%, mais au risque de 5%, mon coefficient est significatif. D'accord, mais dans le mémoire, vous ne l'expliquez pas bien, ça. D'accord. Par exemple, moi, j'aurais aimé voir une analyse comparée du modèle linéaire et non linéaire, m'expliquant que la somme des carrés des résiduels, blabla, la distribution était mieux ou moins bien, que les erreurs sur les paramètres étaient mieux ou moins bien avec un modèle ou un autre. Ça, vous ne le dites pas. Bon. Je pense que ça mériterait d'être dit. C'est pour le papier. Voilà, surtout si vous faites une publication et que je suis éventuellement votre réviseur, c'est ce que je vous demanderais. De donner vraiment des éléments permettant d'être convaincu qu'un modèle est supérieur à un autre. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'était ma principale remarque. Et j'avais une autre question qui était à propos d'une publication. Vous allez en faire une ? Oui. Elle est en cours de... Alors, pas encore. Enfin, en fait, je suis repartie... donc là, en fait, moi, actuellement, je suis en thèse. Et du coup, c'est une thèse vraiment qui découle de ce projet-là. Donc, l'intitulé de ma thèse, c'est « Concordance spatiale et temporelle des dynamiques de la biodiversité et des pressions anthropiques à l'échelle mondiale ». Sauf qu'en fait, on a décidé de repartir dans un premier temps sur vraiment une analyse de qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la crise de la biodiversité et essayer de comprendre en fait quels étaient les biais qui pouvaient un petit peu alimenter un petit peu le débat que j'ai essayé de mettre en avant au début, à savoir qu'aujourd'hui en fait il n'y a pas tant un consensus sur un déclin de la biodiversité parce qu'on a des problèmes, il y a une multiplicité d'indices, de méthodes, d'approches qui sont utilisées. Donc j'ai essayé un petit peu de mettre tout ça au clair. Donc ça, c'est un papier qui est en cours. Et donc là, oui, la deuxième étape, donc là, je commence ma deuxième année et effectivement, je me replonge actuellement là-dedans. Et ouais,
dans l'idée, d'ici un an, ça devrait... Dernière question, merci. Donc vous avez un modèle. Est-ce que vous pouvez faire une prédiction avec ça? Dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans? Alors non, ici on n'est pas du tout sur des modèles de prédiction, on est vraiment sur des modèles explicatifs. Oui, mais quand on voit une courbe qui descend, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut imaginer. Alors après, ça va dépendre en fait de la fenêtre temporelle qu'on va considérer, parce que évidemment, une courbe, si je regarde par exemple ici, une courbe par exemple. La numéro 8, si je prends que la moitié, et ben en fait, ça va être comme la numéro 4. Oui, mais par exemple... Du coup, ça va aussi dépendre de la fenêtre temporelle qui est considérée, et on a des points en fait, particuliers qui peuvent être considérés après quand je fais l'analyse des trajectoires. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si on peut prédire qu'une espèce va devenir envahissante, qui monte, ou alors qu'elle va s'éteindre. Oui, on pourrait le prédire, mais pas. On pourrait imaginer la suite de la courbe, mais ce serait pas, je veux dire, statistiquement parlant, on ne serait pas sur quelque chose de très significatif. Ça reste à l'état d'hypothèse, mais il n'y aura pas de valeur vraiment significative à la prédiction. Bon. Ce n'est pas des modèles prédictifs. En conclusion. Dominique, on te connaît. Donc c'est une thématique centrale fortement discutée à l'heure actuelle. C'est ce qu'on sent dans les questions de Dominique. Et merci beaucoup, Ebonne, pour cette synthèse. Louise Deschevrel de l'Université La Salle Beauvais, merci de nous rejoindre. Et là, on est quand même en retard, on a 8 minutes de retard. Mais vous gardez votre temps prévu. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je vais vous parler du projet d'étude qui nous a intéressés pendant mon stage de mémoire de fin d'études et qui portait sur les brosses, l'utilisation des brosses en élevage caprin laitier. Et donc on s'est intéressé aux préférences des chèvres laitières vis-à-vis de différentes brosses et l'impact de l'accès aux brosses sur le bien-être des chèvres. Donc je vais d'abord brièvement définir le contexte de l'étude. Donc la filière caprine en France, déjà, il faut savoir que 70% des chèvres laitières vivent toute l'année dans des bâtiments et ne sortent pas. Après, au niveau des consommateurs en France, on a des consommateurs qui ont une vision très très positive de l'élevage caprin, mais malheureusement leur vision est un petit peu biaisée parce qu'en France, 98% des consommateurs pensent que les chèvres ont accès tout ou partie de l'année à des parcs extérieurs. Et on a des attentes de plus en plus fortes de la part des consommateurs en termes de bien-être animal. Et enfin, au niveau de la recherche sur les petits ruminants et sur les chèvres, on a eu quelques recherches qui ont été faites sur les bovins, les porcs et les volailles, mais beaucoup moins sur les petits ruminants. Et pour l'instant, le travail sur les petits ruminants a été plutôt axé sur des accès à des aires extérieures. Donc maintenant, je vais vous présenter notre étude. Donc, on s'est intéressé aux préférences des chèvres laitières vis-à-vis de différentes brosses et l'impact de l'accès aux brosses sur le bien-être. Donc, pour ça, on s'est posé 4 questions d'étude. La première, c'est quelles étaient les utilisations des brosses et quelles étaient les préférences des chèvres? Quels étaient les impacts des brosses sur le bien-être des chèvres? Y avait-il un impact de l'utilisation des brosses par l'accès au pâturage? Et enfin, est-ce qu'on pouvait utiliser des capteurs, donc des accéléromètres, pour enregistrer l'utilisation des brosses? Donc les sujets de notre étude étaient nombreux. On avait 2 lots de chèvres laitières de race alpine, un lot qui était élevé 100% au bâtiment et un lot qui avait accès à des parcs. Et donc la seule différence des conditions d'élevage de ces 2 lots, c'était l'accès au pâturage. Et on avait 4 brosses, chacune disposée de façon similaire dans les 2 lots. Et chaque brosse était équipée d'un accéléromètre. Donc c'est un petit boîtier qui enregistre les mouvements des brosses. Et donc on avait 4 brosses, l'automatique qui est une brosse motorisée, la mini et la midi qui sont des brosses, la mini destinée aux petits ruminants et la midi qui était destinée aux gros bovins, et la brosse fixe qui est une simple brosse d'hygiène, on va dire. Ensuite, au niveau des protocoles, donc on a eu une grosse partie des protocoles qui étaient basés sur des scans et des focus. Donc les scans, c'est comme une photo à un instant T
soit d'un comportement de chèvre, soit d'une utilisation de brosse. Et les focus, c'est plutôt comme un comptage sur une petite période donnée, soit des comportements des chèvres, soit de l'utilisation des brosses. Et enfin, on avait aussi une partie plus observation sanitaire, où là, on s'est attaché à palper chacune des chèvres pour compter les abcès, les blessures, des choses comme ça. Et au niveau du protocole méthodologique, donc de l'utilisation des capteurs, on a mis en face les données issues des accéléromètres avec des vidéos qu'on avait faites de l'utilisation d'une brosse pour pouvoir séparer les données qui correspondent réellement à l'utilisation de la brosse des données qui correspondent plutôt à du bruit en fait. Et donc au niveau des résultats, donc pour la première question, les préférences, on a remarqué que la brosse préférée pour les brossages par les chèvres, c'était la brosse automatique, donc la brosse motorisée. Ensuite, que la MIDI et la fixe est arrivée en seconde place sur le podium, donc la MIDI étant la brosse destinée aux gros bovins normalement, et la fixe la simple brosse rectangulaire, et que la brosse en théorie destinée aux petits ruminants arrivait qu'en troisième position. Et on a également remarqué que pour chaque brosse, on a eu 2 périodes expérimentales, et pour l'automatique et la MIDI, les chèvres ont peut-être appris à utiliser les brosses au fur et à mesure. Au niveau du bien-être animal, on a eu quelques données qui ont ressorti, qui étaient intéressantes. Par exemple, les comportements d'auto-grooming, donc se lèche, se mordit, se gratte, ce comportement-là sur les chèvres, on a vu qu'il n'avait pas évolué même lorsque les chèvres avaient accès aux brosses. Et au niveau du temps passé inactif et du temps que les chèvres passaient à se frotter contre l'environnement, ça, c'était des comportements qui ont diminué. Et au niveau sanitaire, donc il y avait une grosse question sur les abcès, puisque les chèvres sont sensibles aux abcès caséeux. Et on n'a pas remarqué changement, mais on a un point d'interrogation sur ce sujet-là, puisque c'était du court terme, donc il faudrait peut-être voir à long terme ce que ça donne. Au niveau de l'utilisation des brosses avec le pâturage, c'est des données qu'on a simplement observées de façon descriptive, parce que mon mémoire ne faisait que 6 mois, on n'a pas eu le temps d'en regarder plus, mais visiblement les chèvres semblent utiliser de façon similaire les brosses, même quand elles ont accès au pâturage. Et enfin, pour l'utilisation des capteurs, donc on a remarqué que les capteurs, ils nous donnent bel et bien des données qui sont fiables et qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais que c'est parfois difficile de différencier l'utilisation réelle de la brosse des bruits. Et les algorithmes qui lisent les données des capteurs, ils parviennent à analyser l'utilisation des brosses en fréquence et en durée, mais pour le moment, il manque encore de précision. Et notre valeur de référence avec le logiciel qui nous a permis de coder pose encore question à l'heure actuelle. Peut-être que d'autres logiciels pourraient être plus performants pour ce type d'expérience, on va dire. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Louise. Est-ce que Dominique Verneau est dans la salle? Je n'ai pas eu la réponse tout à l'heure. Donc, Geneviève Ray, qui est également absente, a envoyé quelques questions sur votre mémoire qu'on a trouvé vraiment parmi les mémoires sur le bien-être animal. On a vraiment apprécié le temps que vous avez pris à proposer une vraie définition du bien-être animal et de clarifier des objectifs qui soient bien centrés avec des hypothèses associées qui étaient bien exprimées. Ça nous a beaucoup plu de voir cet enjeu-là. Peut-être que vous, les Poitevins, vous aurez des questions sur les chèvres, donc je vous passerai vite la parole parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts à la Fondation Xavier Bernard sur le thème. Et voilà. Donc, alors je commence par vous. Alors, allez-y. Oui, c'est l'ancien éleveur de chèvres qui parle. Et voisin d'INRA aussi. Donc, j'ai un troupeau de 500 chèvres que j'ai vendu à un de mes salariés qui continue à être exploité aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Une grosse question qui me vient à l'esprit, quand même, vous l'avez évoqué, c'est l'abcès caséeux. Je pense que là, par contre, ça va être quand même très important. Quand on voit dans les troupeaux la vitesse où ça se propage, vous n'avez pas du tout d'éléments là-dessus. Eh ben, ce qu'on a vu, nous, on a fait, donc, comme je disais, on a manipulé les chèvres une par une. Donc on a manipulé les 120 chèvres et on a recensé tous les abcès, la localisation sur le corps. Et on n'a pas remarqué, en tout cas, d'évolution en augmentation des abcès caséeux. Mais là où il y a un gros point d'interrogation, c'est qu'entre nos 2 périodes expérimentales, donc entre les 2 périodes où les chèvres avaient les brosses, il y a eu la période de reproduction avec les boucs. Donc en fait, nos données sur les abcès caséeux, c'est pour ça que je mettais un gros point d'exclamation dans le PowerPoint.
ce serait vraiment intéressant de poursuivre, on va dire, l'analyse sur du plus long terme, parce que sur du court terme, là, sur les 6 mois, on n'a pas remarqué d'augmentation. Après, sur du long terme, à poursuivre, en fait. Et c'est... Ouais. Si j'ai bien compris, sur les 3 troupeaux qu'il y a à l'INRA, il y en a un qui n'a pas eu de brosse. Oui. Est-ce qu'au niveau production laitière, vous avez vu un écart? Alors non, parce qu'on n'a pas pu comparer, sachant qu'il y avait une autre étude qui était en cours au même moment-là sur le pâturage avec des plantes à tanins. Donc en fait, les lots étaient utilisés de façon différente, donc c'était pas vraiment comparable, quoi. Et l'aspect économique, le prix d'une brosse, après, je sais pas si c'était dans le rapport ou pas. J'ai pas. Si c'était dans le rapport, mais je vais le repréciser ici. La brosse motorisée était la brosse la plus onéreuse parce qu'elle coûte aux alentours de... celle-ci, qui est à l'écran, elle coûte aux alentours de 1 200 €, sachant que la plus simple, la simple brosse rectangulaire, est aux alentours de 80 €. Donc en fait, finalement, pour les éleveurs, ça peut être une alternative qui est intéressante, quoi. Pas forcément mettre la plus chère, mais finalement, la assez simple, elle était bien appréciée des chèvres aussi, quoi. Je crois que c'est rendu obligatoire dans la charte de bonne pratique. Ah bah peut-être que c'est passé, oui, depuis. Je sais qu'il s'est passé des choses depuis la fin de mon mémoire. Obligatoire dans la charte de bonne pratique. D'accord. Ça atteint un an, je crois. Mais ça Ok. Ah ok, ça marche. Oui, ben voilà, vous aviez vraiment l'interlocuteur à convaincre en face de vous, c'était le mieux. Nous, on avait une question complémentaire qui est maintenant que vous êtes un technico-commercial en nutrition animale, est-ce que vous voyez d'autres champs d'application de la méthode que vous avez utilisée, notamment autour du recours aux accéléromètres? Je sais que l'INRA souhaitait poursuivre sur ce sujet-là. Je pense que ça pourrait être intéressant, même sur des gros bovins, à voir ce qui peut être mis à disposition. Après, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire sur... il y a encore un gros travail qui est fait actuellement à l'INRA sur l'utilisation des accéléromètres et sur, comme je disais, le gold standard, donc la valeur de référence, et sur le logiciel qui permet de coder en direct les comportements pour les mettre en face des données de l'accéléromètre, quoi. C'est ça qui est assez épineux, en fait, comme sujet. Oui, on a compris, mais donc l'idée derrière, c'est qu'on va écouter maintenant l'exposé suivant de Apolline Rich, si je ne me trompe pas. Et en fait, on se demandait si au niveau de la faune sauvage et des questions qui se posent autour du dégât des gibiers, il n'y avait pas des translations possibles. Mais ça, ce sera peut-être Apolline qui dira si ça lui aurait été utile ou pas, mais ce n'est pas forcément vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, Apolline. Apolline Rich de AgroParisTech Nancy. Bonjour à tous. Je m'appelle Apolline Rich et moi je vais vous présenter mon mémoire de fin d'études qui a porté sur une thématique beaucoup plus forestière, vous allez voir, puisqu'il s'agissait d'étudier l'impact des ongulés sur le renouvellement forestier et les applications à la gestion sylvicole. Donc déjà, pour savoir que dans le contexte forestier, donc l'impact des ongulés est principalement représenté par l'abroutissement, qui est défini comme toute consommation de matériel végétal par les animaux. Donc généralement, on parle des espèces cerfs et chevreuils. Et toute consommation de matériel végétal, on entend aussi bien rameaux, bourgeons, feuilles, aiguilles, etc. Et donc à savoir également qu'en contexte forestier, aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde, l'abroutissement est considéré comme la 3e menace pesant sur les forêts après les insectes et les tempêtes. Donc l'objectif de cette étude était ainsi d'étudier les différents paramètres qui influençaient l'abroutissement des ongulés pour pouvoir ensuite identifier un potentiel levier d'action pour les gestionnaires forestiers qui sont confrontés à cette thématique. Et donc, cette étude s'est appuyée sur une méthode particulière qui est la méthode Aldous, qui est une méthode d'estimation de l'abroutissement et du recouvrement des espèces végétales à l'aide de classes. Donc, si je vous explique rapidement, il s'agit de relevés qui sont effectués sur des placettes circulaires de 40 mètres carrés et qui sont répartis de façon systématique sur l'ensemble du territoire. Et donc, sur chaque placette, l'ensemble des espèces ligneuses et semi-ligneuses est inventorié et une classe de recouvrement et d'abroutissement leur est attribuée. L'originalité de cette méthode est qu'elle permet une notation fine de l'abroutissement
contrairement aux indicateurs qui sont classiquement utilisés pour appréhender la pression du gibier et qui, eux, utilisent une notation uniquement sous forme de présence ou absence d'abroutissement. Et donc cette étude a été réalisée sur le territoire de la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage de la Petite Pierre en Alsace, puisque les relevés ALDOUS ont été mis en place donc, sur l'ensemble de la réserve depuis 2006, ce qui a constitué jusqu'en 2021 donc une quinzaine d'années de suivi. Et donc l'analyse de l'ensemble des résultats a permis d'identifier plusieurs facteurs qui ont impacté l'abroutissement des essences forestières objectifs, puisqu'on s'intéresse ici aux essences de production qui étaient dans la réserve de la Petite Pierre, le sapin et le hêtre. Et donc parmi les facteurs identifiés, donc premier facteur qui a été remarqué, il s'agit de la disponibilité alimentaire, à savoir tout simplement que de façon assez intuitive, moins il y a de disponibilité alimentaire pour les animaux et plus l'abroutissement sur les essences de production va être important. À savoir également que dans le contexte particulier de la Petite Pierre en Alsace, la disponibilité alimentaire était principalement représentée par la disponibilité en roncier, donc la ronce et le framboisier, qui sont donc la principale ressource alimentaire pour le cerf et le chevreuil en saison hivernale. Et deuxième facteur qui a été mis en évidence, c'est l'influence du climat, et notamment donc, des conditions de sécheresse estivale et de gel hivernal, qui auraient un impact sur l'appétence de la ronce, l'appétence qu'on peut définir comme l'attrait qu'exerce l'espèce par rapport aux animaux. Et tout simplement, donc, la ronce s'assécherait, elle serait moins consommée par les animaux, et cet effet se répercuterait sur les essences forestières de production, le hêtre et le sapin, qui seraient alors davantage abrutis. Et donc, la mise en évidence de ces facteurs a permis d'identifier donc, un levier d'action dans la gestion de l'équilibre ongulé-forêt, donc c'est-à-dire maintenir la présence d'une faune sauvage sans compromettre les enjeux plutôt économiques liés à la production sylvicole. Et donc, parmi les deux facteurs précédents, la disponibilité alimentaire a été identifiée comme un levier d'action à mettre en avant, notamment pour les gestionnaires forestiers. Et comment favoriser cette disponibilité alimentaire pour les animaux? Donc tout simplement à travers la gestion sylvicole et notamment la mise en place d'aménagements en faveur des animaux, des zones d'alimentation par exemple, ou l'entretien des chemins et des cloisonnements pour favoriser la pousse de la végétation arbustive. Et un second résultat de notre étude a été d'identifier un seuil de gestion, à savoir qu'en dessous d'une certaine surface en roncier, sur l'ensemble de la réserve, donc ici 5%, des dégâts d'abroutissement importants étaient observés. Et donc à titre de comparaison, il est préconisé de toujours avoir une certaine surface entre 2 et 3% d'un territoire de zone d'alimentation pour les cervidés. Et donc finalement, cette étude a permis d'apporter un second regard sur la thématique de l'équilibre ongulé-forêt, notamment à travers la méthode ALDOUS, qui a permis une notation plus fine de l'abroutissement et qui pourrait être utilisée comme potentiel nouvel indicateur dans la thématique de l'équilibre ongulé-forêt. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions ? Merci beaucoup, Apolline. Et alors, Monsieur Tendron, qui a été un des rapporteurs de votre mémoire, a préparé quelques questions. Si on peut vous donner le micro, Monsieur Tendron. Écoutez, je voudrais tout d'abord féliciter Apolline pour son excellent travail. J'ai beaucoup apprécié à la fois le thème de l'étude. Vous savez que ce problème de l'équilibre forêt-gibier est un problème dont on parle depuis des décennies. On s'en est souvent débarrassé en considérant que c'était aux chasseurs de le traiter. Et donc, on a dit aux chasseurs, il y a un plan de chasse, vous tirez davantage de cervidés et le problème sera réglé. C'est évidemment indispensable de réguler la faune dans ses effectifs, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Et que malgré une pression de chasse qui augmente d'année en année, il y a davantage de cerfs, davantage de chevreuils et davantage de dégâts. Donc, essayez de réfléchir à autre chose, et notamment à améliorer la capacité nourricière du territoire. Donc, redonner une responsabilité aux forestiers dans la gestion me paraît tout à fait important. Donc, que vous ayez abordé le sujet, ça me paraît fondamental. Alors, j'ai beaucoup apprécié votre rapport, parce que j'ai trouvé que, d'une part, les méthodes d'étude étaient parfaitement décrites, il y avait beaucoup de rigueur dans le raisonnement, beaucoup de références bibliographiques qui montraient que vous aviez vraiment approfondi le sujet, et donc un rapport qui est parfaitement construit et je crois qu'il est un peu un modèle du genre. Donc félicitations. Alors cela étant dit, puisqu'il faut bien poser des questions, je vais en poser, je me limiterai à deux.
Tout d'abord, l'étude a été faite dans la réserve nationale de la Petite Pierre, qui est une réserve de chasse et de faune sauvage qui existe depuis 70 ans et qui est donc suivie de manière très scrupuleuse à la fois par les forestiers de l'Office des forêts et par l'Office national de la faune sauvage pendant longtemps, relayée par l'Office français de la biodiversité depuis. Et donc, il y a un jeu de données qu'on n'a nulle part ailleurs. Et donc, ça facilite beaucoup les études. Et la première question que je vous pose, est-ce que vous pensez que cette méthode est transposable ailleurs, dans des forêts qui ne sont pas des réserves, pour que les forestiers puissent l'utiliser? Vous mettez en évidence vous-même que ça demande d'abord une très bonne connaissance de la flore, donc des formations probablement de ceux qui prélèvent les données, et puis ensuite un suivi très régulier sur des placettes nombreuses. Donc est-ce que c'est une méthode transposable ailleurs ou uniquement utilisable dans des lieux particuliers où il y a vraiment du personnel dédié? Ça faisait partie d'une réflexion que j'avais eue donc à la fin de mon mémoire, et je pense que c'est une méthode qui peut être transposable à d'autres territoires, et il faudrait qu'elle soit transposée pour pouvoir comparer les résultats. Et après, je pense qu'il y a à ce moment-là un gros travail sur peut-être réfléchir sur la méthode, puisque en effet, là, la méthode Aldous présentée dans la réserve en Alsace faisait partie d'un suivi conséquent sur de nombreuses placettes, ça demandait du temps. Mais je pense qu'il y a une grande réflexion à avoir sur notamment comment on pourrait essayer d'alléger cette méthode. Est-ce qu'il y a besoin d'un échantillonnage systématique du territoire ou est-ce qu'un échantillonnage aléatoire suffirait? Je pense qu'il y a des questions comme ça où il y a encore une grosse marge de progression. Très bien. Alors, deuxième question. Dans les préconisations que vous mettez en conclusion du rapport, qui sont des prescriptions sylvicoles, vous dites la ressource alimentaire la plus accessible, c'est le roncier. Et donc, vous préconisez qu'on maintienne des surfaces de roncier sur 5% des surfaces. Alors, je vais rester un peu sur ma faim parce que je n'ai pas compris pourquoi c'était 5%, pourquoi pas 10, 15 ou 20, donc je ne sais pas pourquoi. Et puis, par ailleurs, vous mettez vous-même en évidence le fait que les ronces, on n'est pas sûr que ça dure. D'une part, vous dites que les hivers froids, les ronces poussent très peu, et puis que les étés de plus en plus secs, les ronces elles sont de plus en plus en difficulté, et donc que cette capacité nourricière risque de diminuer avec le réchauffement climatique. Donc, ce qu'il ne fallait pas préconiser, d'autres solutions alternatives. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais il faut peut-être aller un peu plus loin. Il y a bien d'autres sources possibles. Il y a par exemple, effectivement, la capacité de produire de l'herbe sur des sommières, sur des allées, etc., de recéper éventuellement des taillis là où il peut y en avoir, et de faire en sorte qu'il y ait toute une série de solutions alternatives sans qu'on parle uniquement de la ronce, parce que la ronce, c'est peut-être finalement assez provisoire. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'était un sujet également de discussion. Après, il faut savoir que ça s'applique particulièrement à la réserve de la Petite Pierre, où la ronce faisait partie des ressources principales, mais je sais que sur d'autres territoires en France, la ronce n'est pas forcément une des ressources principales pour le cerf et le chevreuil. Et je pense évidemment qu'il ne faut surtout pas miser sur une seule solution, et il faut essayer de diversifier les zones de ressources alimentaires pour les animaux dans un objectif justement d'adaptation par rapport au changement climatique. Je pense que ça serait nécessaire. Merci à vous. Alors, je préviens déjà Alexia Daillé qui est en Zoom, qu'on va donc être en retard par rapport à ce qu'on lui a promis pour Plancher, parce qu'on avait prévu que Alexia, la dernière, passera à 16h20, mais on a 10 minutes de retard. Et donc, et là, on a un exposé double, puisque c'est un mémoire qui a comporté 2 auteurs. Et en fait, dans l'enthousiasme, on a souhaité primer les 2 contributions qui sont très complémentaires, de Agathe Bure et Théo Châtelier, qui ont tous les 2 présenté sous l'étiquette de l'école de l'INP-ENSA Toulouse, et donc qui vont vous faire un exposé à 2 voix. Et on vous remercie d'avoir continué de jongler en binôme. Bonjour, donc nous allons vous présenter notre mémoire aujourd'hui qui s'intitule « Le coût de la transmission, analyse des processus de construction et de répartition de la valeur dans l'exploitation familiale en élevage bovin ». Donc ce mémoire s'inscrit dans un projet de recherche, l'ANM Farm Value, qui a pour objectif d'apporter des éclairages nouveaux aux professionnels et aux décideurs publics sur la transmission des exploitations agricoles.
Donc aujourd'hui, on le sait, les transmissions des exploitations agricoles sont de plus en plus complexes. On a de moins d'élevage, puisque notre mémoire a porté sur les transmissions des élevages bovins laitiers particulièrement. Il y a une diminution chaque année. Entre 2000 et 2016, ce sont la moitié des élevages bovins laitiers qui ont disparu. Et la tendance se poursuit quand on sait que dans les 5 prochaines années, c'est près d'un quart des éleveurs laitiers qui envisagent d'arrêter la production. On s'est intéressé dans notre étude sur, donc, comme je l'ai dit, sur les élevages laitiers et principalement sur les exploitations agricoles qui sont sous la forme sociétaire, en GAEC, en EARL, qui sont sous forme sociétaire. Aujourd'hui, c'est 2/3 des exploitations agricoles qui sont sous forme sociétaire. Et dans la production laitière, ce sont 65% des exploitations qui représentent 80% des volumes de lait. Aujourd'hui, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers des experts pour partager leurs problèmes de transmission. Ce sont des professionnels du droit, ce qui peuvent être des notaires, des juristes, soit indépendants, soit dans des conseillers de cabinets de conseil type le CERF France. Donc évaluer l'entreprise agricole, ce n'est pas un problème nouveau. En 1997, on en parlait déjà, que ça serait un problème quand elles ont été créées, pour les évaluer et pour les transmettre. Donc, vous m'entendez ? Ouais. Dans ce cadre, on s'est posé la question qui contient aussi les hypothèses en quoi la transmission des sociétés d'exploitation agricole est un processus désynchronisé qui repose sur plusieurs étapes, qui est le fruit d'une négociation relevant des représentations différentes de la valeur et dont la temporalité est orchestrée par des groupes de prescripteurs. Donc le mémoire s'est divisé en 2 axes. Agathe s'est plutôt intéressée dans la transmission au rôle des familles et moi à celui des prescripteurs. En sachant qu'on a mené l'ensemble des entretiens ensemble et qu'on s'est concerté à chaque fois dans l'analyse. Au niveau de territoire d'enquête, ça a été limité à 8 départements du sud-ouest, donc qui étaient des départements où on retrouvait de l'élevage bovin. Sud-ouest aussi, il y avait un aspect pratique puisque on était basé à Toulouse et qu'avec les conditions particulières du Covid, on était quand même un peu limité sur les déplacements. Nous avons interviewé 56 personnes. Là, il y a marqué 30, mais c'est 20 experts et prescripteurs, donc qu'on a choisi sur le critère de leur capacité à accompagner les transmissions agricoles. C'était des experts qui ont accompagné les familles que nous avons rencontrées ou qui en avaient accompagné dans un passé récent. Au niveau des exploitations, on en a rencontré 15, ce qui correspond à 36 agriculteurs et leurs familles. On a choisi ces exploitations sur 3 critères. 1, la forme juridique, donc qui était en société, puisque c'était le sujet du mémoire. La dernière session de part devait avoir eu lieu dans les 10 dernières années. Et enfin, nous avons choisi de rencontrer des exploitants en bovins laitiers et bovins allaitants, puisque c'est des structures qui sont particulièrement confrontées à la problématique de transmission, puisqu'il y a un capital très important face à une rentabilité qui est relativement faible. Au niveau de la méthode, nous avons conduit des entretiens semi-directifs, que nous avons ensuite retranscrits et monographiés. Alors, monographie, pourquoi ? Parce que l'idée, c'était de voir quelle était la place de chacun des membres, des acteurs de la transmission dans le processus. Que ce soit les agriculteurs cédants, repreneurs, leurs familles, mais aussi tout l'ensemble des prescripteurs qui les accompagnent. Et donc ensuite, via ces monographies, nous avons réalisé des typologies qui nous ont aidés dans l'analyse. Donc au total, ce sont 15 exploitations qui ont été visitées et interviewées. Sur ces 15, on a identifié une typologie avec 3 types, avec 2 axes de travail. Donc la conception de la valeur, c'est-à-dire que la valeur économique correspond au projet de l'agriculteur, comme quoi son exploitation est considérée comme un outil de production, et la valeur patrimoniale plutôt pour enrichir un capital privé. On a mis en corrélation avec l'intensité de la planification. Est-ce que l'agriculteur s'y prend 2 ans à l'avance, 10 ans à l'avance, avant sa transmission, ce qui a permis de faire 3 types. Sur ces 3 types, malgré des logiques d'action différentes, une seule finalité, transmettre l'exploitation agricole. Ce qui ressort sur ces 3 types, c'est que bien que l'exploitation, aujourd'hui, on la considère comme une entité unique, en fait, lors de la transmission, elle est divisée en plusieurs étapes et en plusieurs parties. C'est-à-dire que la société d'exploitation agricole est une étape et une partie de la transmission. Elle est désynchronisée par rapport à l'installation du nouvel arrivant,
par rapport à la cession des parts qui peut être des fois en une fois, 2 fois, 3 fois, par rapport à la cession des terres aussi, qui n'arrive pas en même temps que la cession des parts sociales. Donc on observe tellement une désynchronisation et en fait un processus sans fin qui peut s'étendre sur de 2 ans à 10 ans, des fois à 15 ans, 20 ans, puisque souvent on a remarqué que la cession des terres arrive bien après la cession des parts sociales. Donc comme je le disais, une finalité commune, transmettre l'outil de travail, c'est le principal objectif, j'ai perdu mes mots, c'est la finalité sur cette hypothèse qu'on avait posée de cette logique d'action. La deuxième hypothèse qu'on s'est posée, c'était comment était construite la valeur des exploitations agricoles. Comme je le disais, aujourd'hui, on considère que le foncier est un obstacle principal. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, ce sont les comptes courants associés dans une exploitation qui sont un problème à la transmission aujourd'hui. C'est-à-dire que l'exploitation agricole... Je me suis perdue. C'est-à-dire que la société d'exploitation agricole a une valeur financière différente de l'exploitation agricole. Et en fait, en allant visiter ces exploitations, on s'est rendu compte que sur les actes notariés, quand une vente était à hauteur de 100 000 € par exemple, nous, quand on allait sur le terrain, on se rendait bien compte que l'exploitation agricole avait plutôt une valeur des fois d'1 million d'euros. Donc on a observé une déconnexion entre la valeur de la société et la valeur de cession des parts de l'exploitation agricole, ce qui n'apparaissait pas forcément dans les actes notariés. Donc selon le projet du cédant, qu'il soit économique, donc faire un petit travail productif ou enrichir un patrimoine privé, dans les deux cas, la valeur des parts est construite dans ce qu'on a appelé en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas la valeur de l'exploitation agricole. La troisième principale idée qui est ressortie de ces enquêtes de famille, c'est qu'en fait, les agriculteurs ne maîtrisent pas de toute façon le processus de société d'exploitation agricole et elles sont obligées de s'en référer à des prescripteurs, juristes, notaires, avocats, pour les aider lors de ce processus. Dans la typologie qui a été faite, dans les logiques d'action différentes, on s'aperçoit que selon le projet des cédants et des repreneurs, ils ne font pas appel aux mêmes prescripteurs. Donc ça, c'est la troisième idée qui ressort de ces enquêtes. Et en fait, ils se tournent vers ces prescripteurs pour décomplexifier la transmission qu'eux-mêmes ont du mal à positionner parce qu'ils ne savent pas vraiment comment s'adresser et à qui s'adresser. Pour rentrer plus dans le détail des prescripteurs que nous avons rencontrés, on a essayé de balayer un peu tout le panel de prescripteurs qui étaient à la disposition des agriculteurs lors des transmissions. On est allé voir d'abord des acteurs classiques de la transmission, donc qu'on retrouve souvent dans les chambres d'agriculture, des conseillers de transmission, dans les Serres France, des conseillers de transmission et des juristes. Il faut savoir que les juristes, on en retrouve aussi en chambre d'agriculture, mais il y a des spécificités en fait entre chaque département. On peut en retrouver aussi des fois dans des FDSEA, donc ça c'est les transmissions plutôt classiques à caractère familial peu complexe. Ensuite, on a des acteurs qu'on aura qualifiés plutôt d'alternatifs, comme par exemple au niveau de l'ADR, qui prétendent accompagner plus sur l'humain et moins sur le projet économique des agriculteurs. Et enfin, on a étudié des acteurs qui avaient été peu étudiés dans la littérature scientifique, qui ont peu été étudiés sur le sujet de la transmission, qui sont les experts fonciers et les cabinets, d'avocats, qui eux accompagnent des transmissions qui souvent sont plus complexes, complexité par rapport à la structure juridique, la hauteur du capital, ou même la présence de contentieux, par exemple dans une famille où la transmission est un peu litigieuse entre les cédants et les repreneurs. On a laissé de côté les notaires puisqu'il y avait déjà un peu de bibliographie dessus. Les banques qui sont quand même des acteurs un peu incontournables puisqu'elles conditionnent l'octroi financier qui permet de mettre en place le projet, et les comptables qui fournissent les chiffres pour l'évaluation. On a typé les prescripteurs selon 3 types, donc les généralistes de l'évaluation des prix qu'on trouve plutôt dans les OPA, Serres France et Chambre d'agriculture, les spécialistes de l'évaluation des prix, donc les experts fonciers, et enfin les spécialistes de l'évaluation juridique et fiscale, acteurs qui ont un rôle un peu prépondérant mais souvent négligé dans les études sur la transmission. Donc pourquoi l'évaluation du prix?
Donc déjà, il s'agit un peu de formaliser le prix pour permettre la transmission, en sachant qu'on ne va pas se positionner pareil selon si on est dans le cadre d'une donation, par exemple à un cadre de la famille, enfin un membre de la famille, ou si on est à une vente à un tiers. D'où la propension des différents prescripteurs à évaluer, sous-évaluer ou surévaluer, avec une particularité, surtout au niveau des valeurs, la principale divergence là, qui est ressortie chez tous les prescripteurs, ils indiquent que souvent les agriculteurs ont tendance à favoriser une valeur dite patrimoniale, donc qui correspond à la différence entre les actifs, donc tracteurs, bâtiments, etc., et le passif, et une valeur économique qui traduit plutôt la rentabilité des exploitations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un nœud du problème au niveau de la transmission des exploitations à forts capitaux. Et donc, pour évaluer cette exploitation, ils l'insèrent dans un contexte, ils font des hypothèses, des risques, proposent aux différentes parties, et après, il y a une négociation entre cédants et repreneurs, éventuellement entre cédants et repreneurs et leurs familles, entre prescripteurs et les familles, et aussi entre prescripteurs. Par exemple, je ne sais pas si on est dans le cas d'accompagnement avec des avocats, chacun va défendre un peu son parti. Au niveau de l'évaluation juridique et fiscale, on peut avoir donc déjà une nécessité du recours au droit pour pouvoir permettre la transmission, faire évoluer les statuts, officialiser le transfert de parts sociales. Ensuite, on essaye d'optimiser fiscalement la cession pour, par exemple, bénéficier d'abattements dans le cadre de la transmission à des enfants. Structurer l'exploitation, ça peut être l'occasion de séparer les ateliers en différentes entités juridiques pour faciliter la transmission. Et enfin, optimiser juridiquement pour, par exemple, optimiser les aides perçues au niveau de la PAC ou des aides à l'installation pour les jeunes agriculteurs. Donc, en conclusion, comme l'a dit Agathe, la transmission est un processus complexe, composé d'étapes mais assez diffus dans le temps. La valeur est le fruit d'une négociation et de différentes représentations. Voilà, donc une représentation plus professionnelle au niveau des prescripteurs, mais peut-être une représentation plus affective chez certains profils d'agriculteurs. Vu qu'il y a une complexité de ce processus de transmission, et particulièrement, c'est quelque chose qui arrive avec l'outil sociétaire qui, à la base, était supposé faciliter en séparant patrimoine privé et patrimoine, outil de production. En fait, on se rend compte qu'il y a une partie des agriculteurs qui ont du mal à se saisir de cette question et qui sont toujours dans une logique d'exploitation individuelle, bien qu'elle soit sous forme sociétaire, d'où le problème des comptes courants associés. Donc le recours aux prescripteurs fait que ceux-ci imprègnent le processus en projetant leur perception de la valeur sur la définition de cette valeur. Ensuite, ce qu'on a perçu aussi, c'est que l'offre en prescription, et c'était un peu déplacé. À la base, c'était une histoire plutôt des ADASEA, puis c'était venu plutôt sur les chambres d'agriculture, et maintenant, c'est les CERF France qui dominent le marché, puisqu'ils ont l'avantage de regrouper comptables, juristes et conseillers de transmission. Donc, ça permet de proposer un package quand ils sont démarchés pour de l'accompagnement. Et on a une entrée donc, de nouveaux acteurs, experts fonciers, avocats, qui, à la base, gèrent des cas plus complexes, mais pour utiliser cette entrée par le haut pour pénétrer le marché et accompagner en fait les exploitations même plus modestes. Donc à l'avenir, ce qui sera intéressant, c'est de voir si les agriculteurs ou certains agriculteurs vont avoir tendance à se réapproprier le processus de transmission. Et ça passera par l'intégration dans leur formation scolaire ou même au cours de leur vie professionnelle de connaissances plus affinées en droit et au niveau juridique. Ou sinon, on peut continuer d'aller vers une externalisation complète de ces caractéristiques, ce qui se fait déjà dans une partie des agriculteurs qui considèrent leur exploitation comme une véritable entreprise. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions... Vous êtes fort d'avoir raccourci un travail pareil. Je vais laisser la place à Jean-Paul Bonnet, sauf si Jean-Claude Guédon et Marie-Françoise Brizard-Pasquier sont dans la salle. Non, donc Jean-Paul Bonnet a aussi été évaluateur et va vous poser quelques questions. Je sais que les deux évaluateurs, là, Jean-Claude Guédon et Marie-Françoise Brizard, qui tous les deux sont à fond dans l'élevage bovin, lait, sont à fond là-dedans, l'une en tant que productrice de lait bio et l'autre dans la profession, ont énormément apprécié votre travail. Bon, et notre groupe nous a trouvé que c'était un travail particulièrement important
rigoureux, novateur et, je dirais, pertinent. Par exemple, pour vos remarques sur les comptes courants, en tant que moi, ayant été moi-même pendant très longtemps conseiller à Serre France et puis dans une famille agricole, je vis tout ce que vous avez dit. Là, je le vis et j'y adhère totalement sur toutes ces évolutions que vous avez montrées, qui sont absolument considérables de l'agriculture depuis une trentaine d'années. Voilà, et ça, c'est vraiment bien. Alors, les points particulièrement importants que vous avez montrés, c'est que les processus sont considérablement complexifiés, avec quelquefois un certain nombre de sociétés et dont il faut synchroniser les sessions. C'est un travail énorme. Et j'ai bien apprécié l'expression « un processus sans fin », parce que quand on a fini de faire les sessions d'exploitation, on fait les sessions du patrimoine, et quand on a fini celle-là, on commence à réfléchir aux sessions d'exploitation à la génération suivante. C'est vraiment un processus sans fin. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est le rôle incontournable des prescripteurs. Et quand je dis incontournable, c'est une pensée que j'ai. Vous me répondrez aussi ce que vous en pensez, mais je crois que ce sont des sujets qui sont tellement complexes. Et en plus, pour beaucoup, c'est un moment précis. Donc, à quoi ça sert d'acquérir une grande connaissance qui va servir qu'un tout petit peu, qui va servir que très momentanément. Donc, je crois plutôt que ça valait que croître et embellir. Voilà. Alors, la détermination de la valeur, ça c'est un sujet vraiment intéressant que vous avez très bien, je trouve, développé, et vous avez montré que certes il y a l'influence des prescripteurs, mais en fin de compte il y a la décision des agriculteurs, du repreneur et du cédant, et que quelquefois ça n'a rien à voir avec ce que les prescripteurs avaient imaginé. Voilà. Parce qu'il y a d'autres contraintes, il y a un contexte familial, il y a un contexte économique, et il faut prendre en compte de ce que peut faire le repreneur. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Voilà les principaux points. Alors, les questions que je me suis posées. La première, est-ce que la formule sociétaire représente un atout pour la durabilité des élevages? Première question. Il me semble que la forme sociétaire, au début, elle avait donc été imaginée pour protéger l'agriculteur, donc dissocier son patrimoine privé de l'outil productif. Ensuite, ça a été aussi créé dans l'idée d'anticiper qu'il y avait une chute du nombre d'exploitations, mais que si on voulait maintenir la capacité productive, il allait falloir faire des associations entre agriculteurs. Donc, dans l'idée, on serait tenté de dire c'est plutôt quelque chose, un outil qui pourrait être au service de la survie des exploitations. Après, c'est aussi quelque chose, comme on l'a dit, qui est source de complexité, parce que là, dans le cadre vraiment familial, on a observé des agriculteurs, en fait, dans l'idée, ils pensaient transmettre leur exploitation, tout comme ils avaient reçu leur de leurs parents, sauf que la complexité est incomparable, et en fait, voilà, quand on entre ces problématiques de compte courant d'associés, de lourdeur administrative, en fait, ça peut être presque décourageant et gêner la reprise des exploitations. Mais dans tous les cas, ça, après, si tu as ton avis dessus, je pense que c'est quand même un outil qui est intéressant, si tant est qu'il puisse être soit rendu plus accessible aux agriculteurs, soit que ceux-ci se mettent au niveau de ces problématiques. Merci. J'allais juste ajouter que les formes sociétaires ont permis de faire des exploitations de plus en plus grandes, et qu'aujourd'hui, quand un associé part à la retraite, c'était très compliqué de trouver un remplaçant. Donc elles ont servi à l'agrandissement, à l'organisation, mais aujourd'hui on se retrouve à une difficulté de trouver quelqu'un pour reprendre les parts sociales. D'accord. Tout à fait, parce que en fait, je pense pour les exploitations en élevage bovin, comme on l'a dit, le principal frein, en fait, c'est la taille du capital par rapport à la rentabilité. Là, le vrai danger, a priori, il est là, en fait. C'est que devenir agriculteur en élevage bovin, en fait, c'est très compliqué. Et c'est possible, dans le cadre de transmission, si jamais le cédant veut bien faire des concessions justement sur la valeur.
Mais en fait, si l'exploitation disparaît complètement, ça devient très compliqué de créer ex nihilo un nouvel élevage, parce que c'est un processus de capitalisation qui a été fait sur, je sais pas, une 50aine d'années. Et en fait, je pense que le vrai danger, il est plus sur cette histoire de rentabilité. En quelque sorte, il reste une suite à faire pour comparer la pérennité selon les deux systèmes, quoi. Et encore que les sociétés sont en elles-mêmes déjà un certain nombre de systèmes aussi. Voilà. Si je peux poser encore une question, ou c'est trop tard? Petite. Alors, sur le foncier, sur le patrimoine foncier, donc les terres et les bâtiments, j'ai eu l'impression que vous parliez surtout du foncier qui était de propriété familiale, comme il est beaucoup dans le sud-ouest. Et je me suis dit, le fait que, comme dans d'autres régions ou d'autres structures, l'essentiel soit maintenant sous forme locative, disons non familiale. Et de toute façon, au fil des générations, c'est les pères, après ça les oncles, après ça les cousins, etc. Donc c'est de plus en plus étranger. Est-ce que ça va représenter une difficulté supplémentaire dans les processus? La transmission du foncier? Oui. La transmission et l'exploitation aussi, quoi. Oui. Parce qu'il faut gérer aussi toutes les locations, quoi. Par rapport à la remarque déjà du Sud-Ouest, c'est vrai que quand on a rencontré les familles ou les prescripteurs, ils ont bien mis en avant le fait que quand on monte au-dessus de la Loire, la logique n'est pas du tout la même, puisqu'on est moins sur des terres de propriétaires. Il y a même la problématique des pas de porte là, quand on monte dans le nord de la France. Selon les départements aussi, il va y avoir une variation de l'attitude des agriculteurs qui vont avoir par exemple tendance à donner à un repreneur familial, mais dans d'autres départements. Donc par exemple, je pense aux Pyrénées-Atlantiques. Oui. Mais par exemple, quand on est allé en Ardèche, c'était l'inverse. Il y avait des gens qui avaient vendu à leurs enfants, donc certes en essayant de réduire un peu l'assiette, mais tout de même, il y avait vente pour pas qu'il y ait de litige entre les différents héritiers. Ensuite, il y a la problématique du coût du foncier dans certains départements. Oui. Et là, après, c'est sûr que ça, c'est aussi un gros point de blocage, parce que ça fait encore augmenter le capital. La rentabilité n'augmente pas, même si on pourrait, je sais pas, imaginer des économies d'échelle, etc. Et foncier, donc il y a plusieurs... Là, les prescripteurs insistent un peu sur le fait qu'ils essayent de sensibiliser, de faire de la pédagogie auprès des personnes qu'ils accompagnent pour favoriser les transmissions tôt, les cessions plus exactement, pour faire diminuer les coûts, les étaler. Il y a des stratégies sur la transmission du foncier, mais effectivement, c'est aussi une inquiétude. Bien. En tout cas, toutes nos félicitations, parce que c'est vraiment un travail extrêmement précieux. Voilà. Pascal Descoux aussi a une question. Plus une remarque qu'une question. Je crois que c'est important que vous ayez mis le doigt là-dessus, sur la transmission. Moi, personnellement, ayant été confronté à ça, on ne trouve pas les interlocuteurs. Et c'est très compliqué. Moi, c'était un titre individuel et l'aspect fiscal. J'ai le centre de gestion. Au premier abord, des aberrations qui m'ont fait faire, c'était impressionnant. Et j'ai pris un conseiller fiscal extérieur qui m'a permis d'avancer et de faire des choses intéressantes. Et c'est vrai que, alors en plus, aujourd'hui, moi, ce n'était pas le souci, les exploitations sont tellement importantes, c'est des volumes d'argent tellement importants que c'est très, très important. C'est très contraignant. Et un autre aspect que je veux mettre en avant aussi, c'est l'aspect social. Aujourd'hui, l'agriculteur est considéré encore un peu comme un pollueur. Et ça, pour les jeunes, c'est pas forcément facile. Je peux amener une petite précision sur la recherche des fois de la compétence à l'extérieur des OPA classiques. En fait, il y a des agriculteurs qui ont l'impression, donc c'est peut-être vrai, ça doit dépendre, mais qu'en fait leurs OPA ne sont pas compétentes et surtout elles sont plus frileuses à prendre des risques fiscaux au niveau, quand on pense à des grandes exploitations qui essayent de faire de l'optimisation fiscale, c'est là où on se tourne par exemple vers des avocats qui sont plus conciliants sur les règles. Le conseiller fiscal extérieur que j'avais pris m'a quand même fait gagner 45 000 euros. J'ai donné 1 000 euros. 1 500 euros. C'est des choses. Le retour sur investissement était intéressant. C'est ce qu'on a observé également. Merci beaucoup à tous les deux. Vous ne nous avez pas dit ce que vous êtes devenus. Et c'était quand même différent entre vous. Agathe.
Je suis directrice d'exploitation agricole au lycée professionnel agricole de Thurey dans la Vienne. Et d'ailleurs, les terres du lycée appartiennent à la fondation Xavier Bernard, qui nous les... une partie dont on les a en fermage au lycée. Merci. Voilà, et moi, géographiquement, je n'ai pas beaucoup bougé puisque je travaille à l'ENSAT aux côtés de François Pursegle, avec qui nous avions fait le stage de fin d'études. Et là, j'ai entrepris une étude sur l'agriculture des Landes. Et on se demande comment les agriculteurs et les acteurs du monde agricole, qu'ils soient responsables professionnels ou techniciens, conçoivent les enjeux et comment ils se projettent dans ces enjeux pour l'avenir. Merci beaucoup. Et donc, pardon pour Alexia, qui est notre interlocutrice depuis le Cambodge et qui a donc patienté et qui va présenter son travail au titre d'un mémoire fait entre l'Institut Agro-Montpellier, plus précisément l'Institut des régions chaudes. Et merci Alexia d'avoir patienté. On ne sait pas du tout quelle heure il est chez vous. Donc, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. On vous entend très bien, oui. Et merci de me donner l'opportunité de présenter depuis le Cambodge, où je vais vous y emmener également parce que c'était là où j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc, plus précisément, excusez-moi, ici, donc dans la province de Préveillire, dans les hautes terres cambodgiennes. Et cet endroit-là a la particularité de présenter une filière de riz biologique qui était mon objet d'étude. Et cet endroit-là est également le centre de projets de développement et de recherche. Et c'est pourquoi il y avait besoin d'un diagnostic et de compréhension autour de cette filière de riz. Et donc, mon objectif pendant mon stage était d'évaluer l'intérêt de ce riz biologique pour les agriculteurs dans la commune de Ricré. Pour ça, je me suis appuyée sur la méthode du diagnostic agraire. Donc, j'ai mixé plusieurs étapes à travers une lecture du paysage, à travers également une reconstitution de l'histoire pour situer ce riz biologique dans les dynamiques agraires de la zone d'étude. Ça m'a également permis de créer une typologie d'agriculteurs afin de voir quelle était la place de ce riz biologique dans leur système de production. Et également, j'ai poussé à une analyse technico-économique à l'échelle des systèmes de production, de culture et d'élevage. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est en fait dans ce paysage-là que j'ai étudié, où était le riz. Et en fait, il a paru premièrement qu'il n'y a pas que du riz dans cette zone d'étude. Le riz est localisé dans les bas-fonds, comme vous pouvez le voir sur le bloc diagramme, et sur le reste de la zone d'étude, c'est des parcelles, des cultures de haute terre que j'ai appelées de haute terre, c'est les paysages un peu plus vallonnés, avec le manioc et l'anacardier. Et déjà, ce premier élément de paysage permet de poser un premier constat pour le riz biologique, puisque pour ces cultures-là de manioc et d'anacardier, il y a l'utilisation d'intrants et potentiellement, par l'effet de bassin versant, il y aurait des contaminations possibles dans les rizières de bas-fond. Mon deuxième focus était plutôt sur l'histoire et me demander où était, depuis quand est-ce qu'il y avait ce riz biologique dans la zone d'étude. Eh bien, depuis très longtemps, puisque vous avez le paysage avant 1970, donc, où il y avait la riziculture principalement pour l'autoconsommation, toujours dans les bas-fonds, un riz transplanté, biologique, et le reste de la zone était pour des parcelles de maraîchage en abatis-brûlis. Mais petit à petit, il y a eu de gros mouvements de migration interne dans le Cambodge. Il y a des nouveaux arrivants dans la zone d'études qui ont commencé à faire des cultures de haute terre, de cultures d'anacardier et donc de manioc en s'installant sur le couvert forestier. Et progressivement, tous les agriculteurs de la zone d'études ont commencé à s'intéresser à ces cultures de haute terre qui sont notamment, là vous voyez sur le graphique, avec des prix croissants ces dernières années. Et en parallèle de ça, depuis les années 2010, il y a eu la mise en place de cette certification biologique qui, en fait, on l'a vu, n'a pas impliqué de changement de pratique pour les agriculteurs. La certification a pu se faire assez facilement puisqu'ils faisaient déjà ce riz.
Et donc, de ces constats-là, en fait, la question suivante qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette place, cette culture de riz biologique a la même place dans toutes les exploitations agricoles? Donc, avec une typologie des systèmes de production que j'ai effectués, j'ai déjà remarqué que les systèmes de production dans la zone d'étude, en fait, constituent un gradient de diversification vers ces cultures de haute terre, et à l'inverse, un intérêt plutôt décroissant pour la riziculture biologique. À l'échelle des systèmes de culture, en fait, ce riz biologique que vous voyez sur le graphique à gauche, sur les deux graphiques, présente des productivités de travail et des productivités à l'hectare qui sont bien moins importantes que ces cultures de haute terre. Et à l'échelle de l'organisation du travail sur le temps de l'exploitation, à l'échelle d'une exploitation agricole, on se rend compte aussi que c'est un excellent moyen de diversifier son temps de travail en saison sèche. Vous avez par exemple à gauche le calendrier de travail du premier système de production plutôt basé sur le riz biologique, et à droite le calendrier de travail d'un système de production plutôt basé sur la culture de l'anacardier. Et au milieu de ça, il y a également une histoire de concurrence en termes d'allocation du travail, puisque le repiquage du riz, qui est une étape dans le riz biologique, pose concurrence en fait avec la plantation du manioc, comme vous pouvez le voir sur le graphique du milieu. Et cette concurrence pousse les agriculteurs à changer de pratique agricole et à se mettre à faire du riz en semi-direct, sauf que ce riz en semi-direct s'accompagne de l'utilisation d'herbicides, donc ce qui rajoute une menace supplémentaire pour le riz biologique. Alors, pour résumer rapidement, c'était pas facile de faire tenir en 6 minutes, mais premièrement, mon travail a mis en évidence que d'avoir une vision systémique pour s'ouvrir en fait à l'étude du territoire, puisqu'un intérêt croissant pour les agriculteurs, c'est également des types de cultures qui sont représentatifs des transitions agraires au Cambodge, et également qui poussent vers des différenciations croissantes entre les ménages. Et de notre côté, on a cet avenir du riz biologique qui paraît menacé, notamment du fait de l'utilisation d'intrants de synthèse pour la nouvelle technique de riz semé, et également pour les cultures de haute terre, également ce riz qui présente des intérêts économiques moindres. Et enfin, un dernier problème que je n'ai pas présenté dans cette présentation, mais qui est également des problèmes de gouvernance à l'échelle des compagnies rizicoles et des coopératives. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'espère que vous m'avez entendu. Oui, merci Alexia. Et donc ici dans la salle, Jean-Paul Bonnet a été un des rapporteurs de votre mémoire, et du coup il peut également vous poser quelques questions. Alexia, oui. Vous avez réalisé un travail que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, avec ce panorama à la fois dans le temps et dans l'espace d'une société agraire, avec tous ces systèmes de production. Son dynamisme, on voit qu'on est dans une société qui est une évolution qui est extraordinaire depuis quelques années, et qui a au moins un mérite, c'est qu'elle permet de fixer des populations importantes de ruraux, alors que ce n'était peut-être pas envisageable il y a si longtemps, et que tous ces gens-là n'iront pas gonfler, disons, les banlieues surpeuplées des grandes villes, quoi. Voilà. Donc on sent bien derrière cela un enjeu énorme. Et voilà. Alors néanmoins, vous avez montré aussi toutes les limites, en particulier cette grande déception pour ceux qui espèrent dans des productions biologiques. Là, on est dans une quasi-impasse. Enfin, vous nous direz si l'impasse est si importante que cela, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai eu. Alors, je me suis, dans les questions que je me suis posées, premièrement, la suite de cela. Finalement, l'enjeu, c'est de remettre un peu d'agroécologie dans tout ça.
et d'avoir plus de respect de l'environnement, moins peut-être de pesticides et d'engrais. Et ça dépasse largement le sujet de l'agriculture, du bio, je veux dire du riz biologique. C'est beaucoup plus large que ça. Donc est-ce que dans ce cadre-là, il y a des recherches qui sont faites voilà, sur ce sujet qui est beaucoup plus vaste. Voilà. Alors ensuite, autre question, ou plutôt vous répondez. Voilà, j'en ai 3 autres. Alors, oui, du coup, l'agroécologie dépasse effectivement cet aspect de riz biologique. Et donc, dans la zone d'étude, ils cherchent à trouver d'autres alternatives pour, notamment dans les cultures de haute terre et l'intégration de l'élevage, en fait, qui était également présent dans la zone d'étude avant dans les parties plus forestées, et donc de remplacer, d'avoir des pâturages dans les zones dans ces autres cultures. Et en fait, effectivement, ce que j'ai vu et ce que j'ai rapporté dans mon mémoire, c'est pas un cas isolé dans le Cambodge, et ces phénomènes de déforestation pour l'implantation de nouvelles cultures et cet abandon progressif de riz qui était repiqué avant, c'est pas un phénomène du coup qui est juste commun à mon j'ai étudié. Et voilà. Je suis désolée, je me suis un peu perdue dans la réponse. J'espère que j'ai apporté quelques éléments. Merci. Je peux poser encore 2-3 questions? Une question. Alors, je me suis posé aussi la question de l'accès, accès à l'eau et accès au foncier. Je dis l'accès à l'eau, je pense aux 2 grandes réserves, savoir comment elles sont gérées, qui a accès, voilà, et quelle régulation, quelle organisation. Et la deuxième, c'est sur l'accès au foncier. Comment comment est géré l'accès au foncier, notamment un jeune qui veut s'installer ou un ancien qui abandonne, qui passe à la retraite. Enfin, si on peut s'exprimer comme ça, que deviennent ces terres-là, voilà. Et selon qu'on est en bas-fond ou dans les hautes terres, voilà. C'est 2 points hyper importants et clés. D'une part, pour l'accès au foncier, déjà la question des terres, c'est des sujets très sensibles quand on dit, du coup, avec les agriculteurs du Cambodge en général, puisque du fait des réformes foncières, en fait, toutes les terres qui, avant 2000, n'étaient pas occupées, appartiennent à l'État. Et donc, en fait, toutes les terres qui ont été déforestées ou prises depuis ces années-là appartiennent à l'État, et il y a des risques dans des endroits que un jour ou l'autre, on puisse récupérer ces terres-là. Et donc, il y a cet enjeu-là, et il y a cet enjeu de planter aussi. Le symbole de plantation permet aussi de montrer que c'est sa terre et qu'on puisse avoir des perspectives à plus long terme. Mais également, il y a aussi beaucoup de personnes qui plantent et qui revendent derrière à des plus grosses exploitations ou même à des concessions alentours. Et effectivement, cet accès au foncier était avant, et plutôt géré également de manière familiale. Il y a sur la transmission des terres, même si les problèmes de transmission aux plus jeunes, c'est également c'est le même problème que l'exposé d'avant. Enfin, je veux dire, sur les problèmes de transmission où beaucoup de jeunes ne veulent plus s'installer. Et par rapport à l'eau, c'est également un autre problème, puisqu'il y a des projets d'irrigation qui sont en cours de construction dans la zone d'études. Et les sujets de gouvernance et d'accès à l'irrigation sont
quand même assez peu abordées. Et dans d'autres zones du Cambodge, ces projets d'irrigation ont poussé plus à l'intensification agricole, puisqu'elles permettent notamment de faire des doubles cycles de riz par an. Et donc, on est dans des zones où aujourd'hui, parler de riz agroécologique semble déjà bien loin derrière lui. Mais effectivement, les problématiques d'eau et de foncier sont vraiment au cœur des enjeux, en plus des phénomènes de migration. Donc, ça dépasse encore plus ça dépasse l'échelle du territoire, toutes les problématiques qui ont été évoquées à travers sa mémoire. Écoutez, merci beaucoup et puis vraiment toutes nos félicitations, hein, parce que c'est vraiment un travail énorme qui a été fait et j'ai beaucoup apprécié que ce soit un travail qui est fait sur le terrain avec des enquêtes auprès des agriculteurs et des ruraux, quoi. Voilà, c'est tout à fait précieux. Voilà. Bon, merci. Je vais me permettre une question. Au Cambodge, il y a l'eau, beaucoup d'eau. En plus, on a bien sûr le Mekong qui passe dans cet endroit où vous êtes allé. La question, c'est quand on voit des rizicultures, on voit souvent de l'aquaculture associée. Est-ce le cas? Parce que c'est aussi, il y a un système entre culture et aquaculture. Voilà. Est-ce que vous avez constaté ce problème? Alors, effectivement, donc moi j'étais dans les Hautes-Terres, donc c'est pas vraiment les zones qui sont vers la plaine centrale du Mekong, en fait du Tonlé-Sap, pardon, ni sur le bassin versant du Mekong, mais autour de la plaine centrale du Tonlé-Sap, je ne sais pas si vous vous rappelez le grand lac au milieu du Cambodge. Donc dans ces zones-là, le Tonlé-Sap double voire triple en surface, et donc les gens diversifient leurs activités en plus de l'agriculture sur des activités de pêche et enfin pas de pêche, pas forcément que de poissons, mais tout ce qui pourrait être pêché dans les rizières ou dans les endroits en crue. Mais effectivement, ça a son importance dans les systèmes. Et sinon, en pisciculture, moins fréquents, c'est des cas qui sont, pour l'élevage à proprement parler, piscicole, c'est quand même beaucoup plus rare d'en trouver, même si on en trouve. Merci beaucoup, Alexia. Et donc, je vais passer la parole à Marie-Antoinette Frodhomme au nom de la Fondation. Voilà, écoutez, on arrive au terme de cet après-midi très riche. Un moment important puisqu'on va vous redonner à chacun le fruit de votre travail. Je voudrais remercier chacun d'être venu. L'exercice qu'on vous a demandé de présenter en 5 minutes votre travail, issu de 6 mois de stage, de nombreuses réflexions, est certainement difficile, mais il est très intéressant parce qu'il donne une force à votre réflexion. Vous devez aller à l'essentiel et vous avez pu nous communiquer l'essentiel. Il donne aussi pour nous, Fondation, une réalité à votre travail, parce que dans les faits, c'est l'Académie qui lit et analyse vos travaux, et nous, on le découvre dans le concret à travers, je dirais, cette présentation. Et cette présentation, elle avait été proposée par l'Académie, je ne sais pas depuis combien d'années, mais et en tout cas, c'est 3 ans, 4 ans, oui, c'est assez récent, hein. Et je crois que ça demande à l'Académie beaucoup d'organisation. Il y a l'organisation de l'étape, je dirais, préalable qui était la sélection, l'analyse, et puis après de pouvoir vous réunir tous. Mais je crois que c'est important. Et c'est important aussi pour vous d'entendre, je dirais, les travaux de vos camarades et de sentir toute cette recherche qui bouillonne. Vous étiez seul parfois, enfin, ou au sein d'une classe, mais là, vous avez des écoles d'un peu partout, vous avez des thèmes aussi très diversifiés, et ça permet de sentir effectivement
je dirais, la matière grise qui est présente, là, je dirais, dans vos jeunes, dans les jeunes et dans les futurs chercheurs ou professionnels. Et pour nous, c'est un moment important de sentir ça. Ce qu'on remarque aussi, c'est la diversité des filières. Bon, je dirais ça reste l'ensemble, enfin pas toutes les filières de production n'ont pas été présentes, mais on n'avait pas de deux mémoires qui soient sur le même sujet. Donc, et l'ouverture qui a été faite aussi ces dernières années à de nombreuses écoles permet cette diversité. Ce qu'on remarque également, c'est que, quelles que soient les filières, eh bien, il y a des enjeux nouveaux, une confrontation, bien sûr, à l'évolution climatique. On l'a vu très présente dans de nombreux mémoires. La confrontation aussi au désir des citoyens. Je dirais, pendant longtemps, l'agriculture a été une histoire d'agriculteurs et des partenaires qui étaient directement concernés. Aujourd'hui, on sait que le citoyen prend de plus en plus d'importance dans, je dirais, ou les missions, ou voire, je dirais, les injonctions qui peuvent être données aux agriculteurs. Et on sent que vous êtes confrontés à vous poser la question comment l'agriculture peut à la fois poursuivre, je dirais, son évolution technique, rester toujours rentable et compétitive et répondre en même temps à ces désirs des citoyens. Voilà, et donc je voudrais terminer effectivement à nouveau en remerciant Madame King et toute son équipe pour ce travail et en vous souhaitant bonne chance. Donc monsieur, alors Marie Nélic, s'il vous plaît. On m'a dit de me tourner par ici parce que la caméra est ici, de la part de la Fondation. C'est comme ça. De la part de la Fondation et un grand merci de votre mémoire. Merci. Je ne fais pas la bise. Margot Colombin, s'il vous plaît. Donc de la part de la Fondation, et puis mille merci pour votre mémoire qui était très intéressant. Maïlis Bonnet, oui, qui avait un thème très intéressant. Tout c'était intéressant, mais qui sortait un peu des sentiers battus. De la part de la Fondation, et merci beaucoup, et bonne continuation. Alexia Daé. Alexia, c'est elle qu'on avait de téléphone. Ah, bah, oui, Cambodge, c'est ce qui me semblait. J'ai regardé tout à l'heure. Théo Châtelier. Oui, d'accord. Merci de la part de la Fondation. Et oui, Agathe en même temps. Merci beaucoup. Et un thème qui me tenait beaucoup à cœur aussi, parce que je crois que la transmission. Le thème de la transmission est un sujet important en agriculture aujourd'hui. Quand on voit les enjeux qu'il y a, je crois que c'est un thème très, très important. Ça y est, on a fait le tour? Non? Apolline Rietch, je veux pas écorcher le nom, s'il vous plaît. Merci. Le diplôme de la part de la Fondation. Et merci pour votre mémoire et l'ouverture. Frédéric Abbé. Ah oui, qui maîtrise très bien son sujet, je trouvais. Sur le busé. On va essayer de ne pas en abuser. Il y a l'affaire quand même. Et une question que je n'ai pas posée, mais les porte-greffes vont pouvoir améliorer quand même les choses, tout ça. Ok. De la part de la Fondation, Émile, merci. C'est bon. On a fait. Louise de Chevrel. C'est toi qui as fait le truc sur la chèvre.
D'accord, ok. Ouais, un producteur caprin, un ancien producteur caprin, donc ça me tient à cœur aussi, de la part de la Fondation, et merci.